Bonjour et bienvenue sur le podcast Success. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast avec une invitée très spéciale. Si ça vous intéresse, on a tourné cette interview en présentiel à Dubaï dans un studio de podcast que vous allez notamment sûrement reconnaître si vous écoutez ou regardez pas mal de podcasts de Français qui sont à Dubaï. Rachel, c'est qui Rachel, c'est une créatrice de contenu qui se spécialise dans les sujets liés à la finance personnelle et notamment sur les réseaux sociaux. Elle partage des conseils pratiques, des stratégies d'épargne et d'investissement. Elle aide notamment ses abonnés à mieux comprendre les enjeux financiers. En plus de ses publications sur des plateformes comme Instagram ou sur YouTube, elle propose également des formations, des vidéos, des analyses explicatives sur la gestion de l'argent, l'investissement et l'entrepreneuriat. Son objectif, c'est d'éduquer et de donner des outils à ses abonnés pour améliorer le bien-être financier. J'ai hâte d'avoir cette interview avec Rachel. Pour une fois, je fais l'introduction du podcast en amont de recevoir mon invité. Vous savez qu'à mon habitude, je fais d'abord l'interview de podcast et ensuite j'enregistre l'introduction pour vous faire un résumé sur tout ce dont on a parlé. Mais là, cette fois-ci, j'ai décidé de faire l'inverse. En attendant Rachel qui va arriver dans le studio de podcast, je voulais vous faire l'introduction en amont. Donc, je vais en savoir plus forcément sur elle et sur son parcours quand je vais l'interviewer. J'espère que cette interview va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre toutes les interviews qui vont arriver, notamment en présentiel comme celle-ci. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne de podcast sur Spotify ou Apple Podcast et de laisser un commentaire pour me dire si les interviews de ce format-là vous plaisent. Bienvenue Rachel sur le podcast Success. Je suis vraiment ravie de t'avoir. On est en présentiel, on est à Dubaï. Pour moi, c'est incroyable d'être là en présentiel à tourner l'épisode avec toi. Je suis vraiment contente. D'habitude, je fais beaucoup de visio. Donc là, c'est chouette. Ça va un petit peu booster ma chaîne YouTube. D'ailleurs, c'est un sujet sur lequel j'aimerais bien que l'on parle un petit peu aujourd'hui. Première question. Qui es-tu? Que fais-tu? Est-ce que tu peux te pitcher? Tu sais, moi, je suis un peu dans l'expertise du pitch. Ouais. Donc, j'aime bien que mes invités se pitchent dans un format court et impactant pour savoir qui tu es et ce que tu fais. Ok, déjà merci beaucoup pour l'invitation, c'est un plaisir et je suis aussi ravie de le faire en présentiel, franchement c'est ce que je préfère et je trouve que c'est vraiment plus chouette même pour l'interaction, donc merci de l'invitation. Du coup, moi qui je suis, je m'appelle Rachel, je suis entrepreneuse et investisseuse, j'ai travaillé en finance pendant 6 ans, on va dire, où j'étais vraiment employée. Et pendant ce temps-là, j'ai créé mon premier business de bonnets chauffants, donc pour les cheveux, et deuxième business après où je forme en fait les personnes à investir en bourse sur le long terme. Ok, cool, très bien. Donc le pitch, parfait, timing respecté. Justement, ma toute première question pour toi, comment t'en es arrivé là à faire ce que tu fais aujourd'hui? Est-ce que tu peux, dans les grandes lignes aussi, peut-être nous redire ton âge, comment t'en es arrivé là, un petit peu ton parcours sans rentrer dans les détails, mais voilà, nous développer un petit peu ton parcours. Ok, alors j'ai 27 ans du coup actuellement. Donc comment j'en suis arrivée là? Tout simplement... j'ai pris conscience, en fait, le réel déclencheur, c'est que j'étais employée en Suisse et que je travaillais normal, ça faisait à peu près 1 an, quelque chose comme ça. Et en fait, le mec à côté de moi qui travaillait avec moi en finance, ça faisait 15 ans qu'il travaillait pour l'entreprise. Et je le vois qui se fait virer, genre du jour au lendemain, et vraiment, il arrive un matin à 8h et on lui dit « tu reviendras plus jamais ». Et là, en fait, je me suis dit... Ok. Je pensais que j'étais dans une situation de sécurité, puisque moi, j'avais genre toujours peur de manquer d'argent, etc. Et je me suis dit, mais en fait, pas du tout. Et donc, déjà, j'étais investisseuse, j'investissais pour moi, où je me disais plus dans l'optique de créer une retraite, parce que de toute façon, on n'aura pas de retraite, enfin voilà. Mais je me suis dit, déjà, il faut que je crée plus de revenus, donc c'est là où j'ai créé mes bonnets chauffants en premier. Et après, c'est en créant en fait un podcast où j'interviewais des femmes sur leur parcours que je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de formations et d'informations qui étaient données aux personnes, pas que aux femmes, de manière générale sur comment gérer son argent, le placer, etc. Et qu'en fait, on était orienté que vers des livrets A, des choses qui servaient à rien, à part pour une épargne de précaution, mais de manière générale à rien. Et je me suis dit, bon, moi j'ai l'info, c'est quelque chose qui me passionne, je le fais déjà pour moi. Et en fait, je me suis dit, il faut déjà que je donne l'info. Donc, j'ai créé YouTube. Et au fur et à mesure qu'on me posait beaucoup de questions, etc., sur mes investissements et qu'en fait, on se rend vite compte qu'on ne peut pas réexpliquer à chaque personne comment il faut faire, je me suis dit, je vais créer une première formation qui, au départ, était autour du budget. Puis après, ça a été autour de l'investissement boursier et ainsi de suite.
Ok, cool. Et du coup, tes bonnets chauffants, comment tu as eu l'idée juste de ce truc-là? Alors, j'ai fait une formation pour créer des business sur Amazon, donc Amazon aux States. Enfin, moi, je vendais sur Amazon aux États-Unis. Et si tu veux, il t'explique comment faire des études de marché sur plein de produits différents. Et aussi comment... Donc moi, je voulais quand même me diriger vers des niches qui m'intéressaient parce que je savais que j'allais devoir faire du contenu, en parler. Et je me suis dit, bon, si j'ai un produit je m'en fiche, quoi. Par exemple, il y avait un produit qui était super rentable, c'était les brosses pour les toilettes. Bon, je me suis dit, à un moment, tu vois, je vais pas en C'est parler rentable, pendant... mais voilà. bon. Et du coup, par exemple, j'allais regarder plus côté cuisine, côté cheveux, parce que c'est ce qui me passionnait. Et puis après, j'ai regardé petit à petit. Par exemple, tu vas vite faire le tri, genre, je voulais pas faire un shampoing. Pourquoi? S'il y a quelqu'un qui a une allergie, bah, c'est direct des galères, des trucs comme ça. Donc c'est comme ça que j'ai sélectionné, plus avec des chiffres vraiment concrets, où tu regardes les marges, le prix d'achat, le prix d'import, d'export, de vente. Et au final, là où j'avais la meilleure marge et en même temps le plus envie de développer tout l'aspect marketing, bah, c'était le bonnet chauffant. Et c'est quoi un bonnet chauffant? Donc c'est un bonnet où il y a des graines de lin à l'intérieur. Tu le fais chauffer au micro-ondes et en fait quand tu mets ton masque sur tes cheveux, tu as une petite charlotte en fait en plastique que tu mets en premier et puis après le bonnet et en fait ça permet au masque de pénétrer en fait. Ça ouvre les écailles de ton cheveu et du coup ça va permettre au masque de pénétrer. Ok, trop bien cette idée. Voilà. Donc là, t'as arrêté ça? Alors, je suis out of stock. Pour l'instant, j'ai pas arrêté, mais je suis out of stock aux États-Unis. Pour l'instant, je recommande pas parce que tout a genre vraiment augmenté de dingue, que ce soit au niveau de l'import-export, que ce soit avec l'inflation, etc. Au niveau des produits, enfin pas des produits, mais des matières premières pour, tu vois, créer le produit, et ça a grave augmenté, mais vraiment ça a été multiplié par 3, donc ça tue une marge. Et j'ai encore un peu de produits en France. Quand on me demande, je suis là, avec plaisir, j'en vends, mais pour l'instant je veux pas recommander parce que je pourrais faire genre 0 marge pour l'instant. Ok. Et du coup, maintenant, tu vis pleinement du business en ligne sur la formation, sur l'investissement. C'est aussi ton business. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ça? Donc, justement, tu accompagnes les gens à quoi exactement? Parce que du coup, l'investissement et tout ça, c'est assez large. Tu es sur quel domaine pour ceux qui ne te connaissent pas? Moi, j'ai regardé un petit peu ce que tu faisais, bien évidemment. Mais sur ceux qui ne te connaissent pas, tu les aides à quoi exactement? Alors, en fait... je vais les former à investir en bourse, donc sur le long terme. Donc, c'est-à-dire apprendre à choisir notamment des actions, des ETF. Pour ceux qui ne savent pas, les ETF, c'est des paniers d'actions qui vont nous permettre, au lieu d'investir dans une seule et même action, d'investir dans une variété d'actions à la fois qui permet justement de prendre moins de risques, mais en même temps d'avoir un bon rendement. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller investir que sur Amazon, qui pourrait faire faillite ou juste avoir une baisse ou une situation délicate, tu vas investir et sur Amazon, et sur Apple, et sur Ralph Lauren, et sur Coca-Cola, etc. Par exemple, avec le SP500, c'est les 500 plus grandes entreprises américaines. Du coup, à la fois, tu as une très bonne performance, parce que la moyenne, c'est 12 à 14% par an, et en même temps, il n'y a pas de raison que 500 entreprises fassent faillite en même temps. Donc, ça protège énormément au niveau du risque. Alors, bien sûr, je dis toujours, il ne faut pas non plus investir que sur le SP500, même si le SP500 performe très bien. Faut diversifier au niveau des régions, pas être que sur les États-Unis. Mais voilà, donc ça va être vraiment comment choisir ses ETF, comment constituer un portefeuille, comment constituer une stratégie d'investissement. Et après, il y a tout plein de tutoriels aussi dans mes formations sur l'utilisation des plateformes, la fiscalité, etc. Et donc voilà, c'est vraiment créer une stratégie d'investissement qui va te permettre de t'enrichir, soit dans un but tout simplement de retraite, ça peut être à 60 ans, mais ça peut être une retraite anticipée, ça peut être permettre d'avoir un revenu et d'être carrément rentier. Il y a plein de situations différentes après pour chaque personne. Ok. Et pourquoi plus les ETF et la bourse et pas autre chose? Pourquoi tu n'as pas voulu aller sur d'autres sources d'investissement? Tu penses à quoi, par exemple? Je sais pas, la crypto ou alors, tu sais, toutes ces assurances-vie qu'on peut nous proposer ou plein de choses. Alors, les assurances-vie, c'est de la bourse, en fait. Donc, il y a des actions qu'on peut mettre en place. Ouais, il y a les ETF en fait sur les assurances-vie. Donc tu peux investir dans les assurances-vie, tu peux investir en bourse via ton assurance-vie. Les assurances-vie, en fait, souvent elles vont être très critiquées parce que il y a les fonds euros et que les fonds euros, ça sert à rien en fait. Les fonds euros, c'est des fonds qui sont garantis, qui rapportent 1,5% par an. Tu as 1% de frais, donc autant mettre ton argent sur un livret A parce que ça te rapporte 0,5%. Donc c'est ça. Par contre, sinon, tu peux investir dans les ETF. Moi, j'ai 25% de rendement sur mon assurance vie, tu vois. Donc
s'il faut juste investir en fait. Ouais. Donc ça, c'est la première chose. Après, pour d'autres choses comme par exemple les crypto-monnaies, on ne parle pas du tout de la même solidité. Et puis surtout, les crypto-monnaies, c'est une monnaie en fait. Comme tu n'irais pas investir tout ton argent sur le dollar ou le dirham. Enfin, voilà. Et donc, ça repose énormément sur l'offre et la demande. On l'a vu il y a 2 ans quand FTX, donc c'était une plateforme de crypto-monnaie, d'échange de crypto-monnaie, en fait le mec a pris tout l'argent et du coup ils ont fermé. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a créé une énorme peur sur les marchés et ça s'effondre, mais littéralement. Et c'est que maintenant que ça reprend, tu vois, la hausse en fait, et que ça a rattrapé. Donc il y a une volatilité énorme qui n'est pas du tout une volatilité. Tu n'as pas du tout ce genre de volatilité-là. C'est plus bourse. De risques, mais ça peut être plus de gains. C'est ça. Mais c'est beaucoup moins solide. En fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que la bourse, ça repose sur des entreprises qui font un chiffre d'affaires, qui vont générer un revenu, qui vont avoir des employés, qui vont avoir des innovations, etc. Tout le prix d'une action, et donc des ETF, est justifié par une réelle solidité financière. Quand tu investis dans une action juste tu vas regarder tous ces chiffres sur au moins les 5 dernières années. Que les crypto-monnaies, c'est une monnaie en fait, donc ça repose uniquement sur de l'offre et de la demande, donc c'est vraiment très différent. Pour moi, c'est bien de l'avoir dans son portefeuille, je l'enseigne aussi dans ma formation, à hauteur de 5%, ça peut augmenter ta rentabilité. Par contre, mettre toutes ces économies dedans, non, pas du tout, genre, ce serait pas du tout raisonnable, tu vois, genre, et ce serait beaucoup trop risqué. En fait, il y a beaucoup de gens, vu que maintenant c'est hyper démocratisé et tout le monde en parle sur les réseaux sociaux, qui pensent que c'est ok, tu vois, comme investissement, et que non, mais si tout le monde parle du Bitcoin, c'est que tu peux investir dans le Bitcoin. C'est pas parce que tout le monde a un iPhone que Apple est un bon investissement, tu vois, genre ça n'a rien à voir en fait. Vraiment, il faut regarder d'un point de vue financier et critique, et pas d'un point de vue j'aime bien ça, tu vois. Et après, l'immobilier, au type d'investissement, pour répondre à ta question, pour moi, ça prend un temps de dingue pour un rendement, franchement, qui est vraiment pas ouf, tu vois. On est à peu près dans les 7% annuels en France, si vraiment tu te donnes, sachant que, franchement, je vois ceux sur les réseaux sociaux qui parlent d'immobilier et tout, les week-ends, ils sont en train de monter des meubles Ikea, faire des peintures, parce qu'il faut réduire les coûts au maximum. Moi, avec la bourse, j'ai minimum 12% par an. Je fais 1 heure tous les 3 mois. Là, passer tous mes dimanches et mes samedis à faire de la peinture, tu vois. Enfin, genre, le rendement par rapport au temps investi, il est horrible. Genre, c'est pas du tout rentable, tu vois. Donc, moi, ça m'intéresse pas du tout. En tout cas, pas en France. Oui. Après, ça, c'est plus une stratégie long terme aussi, l'IMO. Tu te dis, OK, je fais un truc sur 15 ans, 20 ans, et après, le bien est à moi, je peux le revendre, voilà, faire une plus-value. Mais en fait, je pense que tu as travaillé pas mal ta vision, toi, ta vision long terme. Et ce qui te correspondait, c'était finalement ça, en fait. Et tu t'y intéressais. Tu nous as partagé, parce que tu es intervenue dans le mastermind auquel j'ai participé la semaine dernière, tu nous as partagé que tu as fait tes études sur ça aussi quand même. J'ai fait finance et comptabilité, Ouais, donc tu partais pas non plus de rien en termes de connaissances sur l'investissement, tu es formée. Donc, D'ailleurs, tu peux nous en dire plus sur tes études, sur ce que tu as fait? Grave. Alors, je précise juste pour l'immobilier, parce que tu disais, tu peux l'investir sur 15 ans et tout. Et là, j'ai une situation très claire, parce que c'est ma maman qui a vendu sa maison qu'elle a achetée il y a 15 ans. Et en fait, elle me disait, j'ai fait tant de plus-value. J'ai dit, OK, j'ai dit, compte combien tu as payé en les impôts, donc la taxe foncière, j'ai dit les rénovations, etc. Au final, franchement, c'était mini, tu vois, là. Oui. Parce qu'en réalité, c'est ça que tu n'as pas quand tu loues, tu vois. Et en réalité, il n'y avait pas tant que ça. Bref, c'est juste une petite parenthèse. Alors, tu me disais mes études, c'est ça? Alors pour mes études, du coup, moi, ce que j'ai fait HEC en finance et en comptabilité comme spécialité. Ensuite, j'ai une formation à Harvard en négociation que j'ai fait, et après, j'ai fait mon diplôme de conseillère en investissement. Ah, trop bien. Voilà. Trop bien. Ok, et tu t'es lancée en même temps que tes études sur YouTube, parce que du coup, tu as une chaîne YouTube où tu partages non, bien choses... plus tard, quand j'étais employée, Ok, est-ce que tu peux nous en dire plus? Maintenant, on va basculer un petit peu sur le côté plus l'entrepreneur que tu es, parce que c'est ce que je veux mettre en avant dans le podcast Success, c'est plus l'entrepreneur... moins sa thématique à lui, je vais peut-être moins aller creuser ta thématique des investissements, mais plutôt l'entrepreneur que tu es aujourd'hui, comment tu travailles, comment tu t'organises, etc. Et donc là, sur cette partie-là, quand est-ce que tu t'es commencé sur les réseaux sociaux, quand est-ce que tu as commencé, notamment sur YouTube, et pourquoi YouTube aussi? Est-ce que tu as eu du mal au début? Parce que moi, tu vois, ma cible, j'ai beaucoup de clientes qui ont du mal à
oser se montrer, oser se vendre, voilà, aller faire des vidéos YouTube. Je pense que c'est vraiment la dernière marche, tu vois, la plus challenging. Pourquoi tu as choisi ce format-là? Comment tu t'es sentie à l'aise et tout ça au début? Alors, bon, déjà, je me suis pas vendue en fait au début. Donc, je pense que j'avais pas cette optique-là. C'était vraiment genre, je vais partager, je vais donner l'info. Et du coup, et je savais que ce que je connaissais, mes connaissances, avaient une vraie valeur. Et je me suis dit, genre, faut vraiment qu'il y ait des gens qui soient au courant. Et en fait, mais ça, il y a plein de coachs, voilà, développement personnel et tout, qui vont parler de ça. C'est-à-dire, en fait, d'avoir vraiment envie de partager ta connaissance, tu vois, genre... Il faut vraiment que tu sois au courant de ce que je sais. Donc, avoir ce truc profond où tu es profondément honnête avec ça, de dire, je suis sûre que ça va te servir, tu vois. Donc, moi, j'étais là, je veux qu'il y ait le maximum de personnes qui soient au courant. Donc, déjà, j'avais ce côté-là et on verra bien ce que ça donne, tu vois. Genre, je pensais même pas à faire une formation au départ. Mais je me suis dit, je vais me lancer. Alors, pourquoi YouTube en vrai, parce que j'étais quand même une bonne consommatrice de YouTube et c'est là où ça me parlait de plus parce qu'au début où j'ai commencé, il n'y avait pas les réels et tout sur Insta. Donc, j'étais là... Franchement, j'avais un Insta, il était horrible parce que j'étais là, on peut partager que des photos, je veux pas me prendre en photo tous les jours parce que pour le coup, ça c'est un truc qui me mettait pas à l'aise et tout. Je dis, qu'est-ce que je vais dire aux gens, genre coucou, tu vois, genre j'aime pas écrire non plus. Et du coup, j'étais là, genre vraiment, je sais pas quoi mettre sur les autres plateformes. Et du coup, c'est pour ça que pour moi, c'était la vidéo, c'était évident, genre c'était ça où je partageais pas quoi. J'allais pas faire un vlog, j'aimais pas j'aimais pas écrire et tout. Et du coup, quand est-ce que j'ai commencé? C'était en 2020. Et au départ, je suivais une nana qui disait essayez d'avoir 100 idées de vidéos YouTube. Et si vous avez 100 idées, vous vous lancez. Et du coup, j'ai fait cet exercice-là. Et en fait, elle disait c'est pour pas que vous commenciez genre et à 3, t'es là genre je sais pas quoi dire en fait, je sais pas quoi raconter. Et du coup, j'essayais de trouver plein d'idées, de formules, de tiens, je vais parler de ça. Et ça me permettait de creuser mon sujet bien avant. J'ai aussi filmé pas mal de vidéos, même il y en a au moins... Alors, j'ai vite... je me laissais genre 3-4 mois pour filmer. Et c'était durant l'été. Et j'ai commencé en septembre à poster. Mais, si tu veux... Les toutes premières vidéos, je les ai pas postées, en fait, tu vois. Et par contre, j'étais gênée de ouf. Genre, au début, je me suis filmée pour rebondir par rapport à ce que tu dis, pour les personnes que tu coaches, c'est ça que tu coaches. C'est hyper gênant. Genre, j'avais un copain à l'époque, j'étais là, est-ce que tu peux sortir de l'appart? Genre, parce que je veux pas que tu m'entendes parler. Maintenant, j'ai vraiment l'habitude, j'ai aucun souci. Mais et c'est pas facile, mais il faut faire l'exercice. Et après, j'ai facilement réussi à être détachée de mon image. Ouais, c'est ça. Y a plein de gens qui me disent, mais ça te dérange pas de te voir? En fait, je me vois pas moi quand je regarde une vidéo maintenant. C'est mon travail, je m'analyse pas, je regarde plus mes mimiques, je suis là genre... Ah, c'est intéressant, tac, c'est bien, je laisse, je coupe. Ok, et du coup, cette chaîne YouTube, t'en as fait vraiment ta priorité pour que ça soit un canal d'acquisition. Enfin, alors tu nous as dit au début, pas forcément un canal d'acquisition. Au début, c'était vraiment partagé. À quel moment t'as voulu un peu monétiser ça en proposant une formation et tout ça? C'était... Je crois que la première formation... Alors, j'ai fait une toute première petite formation, je pense que c'était peut-être 1 an plus tard, mais j'étais même pas à 1000 abonnés, je pense. Et c'est vraiment 2 ans plus tard, en fait, que j'ai commencé à en fait, en faire quelque chose d'un point de vue business. Ah ouais, ok, donc tu as stagné pendant 2 ans à quelques milliers d'abonnés. Et après, du coup, qu'est-ce qui a fait le shift que tu as gagné plein d'abonnés? J'ai jamais gagné plein d'abonnés sur YouTube. Ouais, en fait, j'ai d'autres plateformes qui se sont grave développées parce qu'il y a eu les réels. Et du coup, en fait, j'avais une amie qui m'a dit « Franchement, tu devrais aller voir TikTok. » Et du coup, je me suis dit « Bah tiens, je vais aller voir. » Et j'ai apprécié ce format, du coup, court, de vidéos, etc. Et du coup, c'est là où je me suis vraiment lancée, où je postais tous les jours. Et comme je te disais pendant le séminaire que tu as fait, je n'ai jamais arrêté, en fait, depuis. Oui. Et c'est là où, au bout d'un moment, sur TikTok, à peu près, je sais pas, 1 mois, 2 mois, ça a explosé. Donc, j'ai atteint les 20 000 abonnés. Puis après, c'était environ 6-8 mois, quand même, plus tard, Instagram. Et après, c'est là où c'est venu petit à petit. Mais tu vois, sur YouTube, je crois que je suis toujours à 47 000, un truc comme ça. Et c'est vraiment une progression lente.
Oui, ok. Donc, tu as pris TikTok plutôt, et puis après, tu as renvoyé les gens aussi vers un format plus court, plus long, je veux dire, avec YouTube. Ok. Et c'est via les réseaux sociaux uniquement que que tu vends tes formations aujourd'hui. Ouais. Ok. Alors, du coup, justement, si on parle plus au côté entrepreneur, tu fonctionnes comment? C'est une formation, on peut rentrer à n'importe quel moment. C'est juste une formation en ligne. Il n'y a pas de coaching avec toi. Il n'y a pas Non, de... par contre, il y a des supports par email pour n'importe quelle question et c'est moi qui réponds. Ah, ok, trop bien. Non, ok. C'est des questions illimitées ou... Enfin, Ouais, oui. Ah, ouais. Bah, parce qu'en fait, le but, c'est vraiment d'aider les gens, tu vois. Genre, certes, je mets un prix, etc. à ma formation parce qu'elle a une valeur. Il y a toute une équipe derrière, il y a voilà, un service derrière, etc. Par contre, je me verrai pas. C'est genre impensable pour moi de me dire il y a une personne qui va faire ma formation, elle a une question, il y a personne qui lui répond, tu vois, genre Oui, normal. Ouais. Non, c'est un sujet qui est complexe en plus. Oui, en plus. Je suis pas là en train de t'apprendre à faire des tartes, tu vois. Bon, si tu loupes ta tarte, on s'en fiche en vrai. Mais là, si tu pars sur une mauvaise stratégie d'investissement, bah c'est trop dommage. Donc peut-être il y a un truc qui est mal compris. Et moi aussi, je suis ok de me remettre en question. Ah bah peut-être j'avais pas bien compris ça. Ok, bah c'est aussi super d'avoir des retours parce que ça peut me permettre d'améliorer la formation si jamais il y a quelque chose qui n'était pas bien expliqué, tu vois. Et toi, le coaching ou le consulting, c'était pas forcément quelque chose qui t'a attiré de faire du one-one? T'as voulu tout de suite sortir une formation plus J'en ai fait au début, un peu... Enfin, pas au tout début. En fait, j'ai commencé avec la formation. À un moment, j'ai implémenté, donc après la formation WeInvest, etc., du one-to-one. Mais en fait, je me retrouvais dans une situation où ça me prenait énormément de temps. Et le problème, c'est que la plupart des personnes qui prenaient du one-to-one, parce que ça a un prix beaucoup plus élevé, étaient des personnes qui n'étaient pas formées. Donc en fait, je me retrouvais à faire une formation en one-to-one. Et pourquoi? Parce que c'est un vocabulaire particulier, etc. Et que même quand tu vas voir ton banquier, c'est important en fait de connaître le vocabulaire pour savoir de quoi il te parle et tout. Et du coup, en fait, ça prenait énormément de temps, ça fonctionnait pas forcément. Et en fait, j'avais des personnes aussi en face de moi qui étaient hyper frileuses. Pourquoi? Parce qu'elles n'étaient pas formées. Donc, en fait, ça faisait un truc où ça fonctionnait pas, tu vois. Ou alors, il fallait que je mette un prix beaucoup plus élevé et que je prenne vraiment un temps de dingue. Et du coup, en fait, maintenant, je peux en faire. Genre si vraiment une personne elle me dit bah voilà je veux vraiment avoir une consultation avec toi, etc., je vais dire ok, il n'y a pas de souci, mais je vais pas promouvoir ça, je vais pas en parler, etc. C'est vraiment s'il y a un besoin particulier. Ok, ça marche. Ouais, donc ça t'a permis de libérer du temps et de te consacrer beaucoup plus à la création de contenu pour vendre ton offre finalement. Enfin, donc continuer à développer ça. En vrai, j'ai toujours développé. Enfin, j'ai toujours fait une vidéo au moins par semaine YouTube. J'ai toujours fait mes réels tous les jours, même quand j'avais ce one-to-one, etc. C'est juste ce qui se passe, c'est que maintenant j'ai une beaucoup plus grosse équipe encore. On a développé les séminaires, donc je vais avoir des calls d'équipe, je vais avoir, tu vois. Donc mon temps il se réduit encore plus et moi je me mets d'autres projets. Là, je suis dans un projet de rachat de business, ça prend un temps de dingue. Du coup, genre là, si je devais faire en plus de ça du consulting, je dormirais plus, tu vois. Mais de toute façon, je sais que y a tout ce qu'il faut en fait pour qu'ils aient les infos, tu vois. Ok. Donc là, ton business model, c'est la formation en ligne, les séminaires en présentiel. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Par rapport à l'académie de formation, c'est ça. Il va y avoir les formations et les séminaires principalement. Ok. Ouais. Après, il y a YouTube, tu vois, les plateformes qui me rémunèrent. C'est tout. Ah, d'accord, ok. Ouais, tu prends une petite rémunération, une petite partie de ton, de ton business. Et du coup, le projet de rachat d'entreprise, c'est pourquoi? Enfin, c'est une opportunité que tu as eue, sans nous spoiler ou sans nous en dire trop dans les détails. Mais du coup, c'est quoi? C'est quelque chose qui est arrivé naturellement à toi? Non, c'est moi qui vais... qui vais droit dedans. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas du tout... Personne n'est venu me voir. C'est juste moi, franchement, je suis que... Tu vois, tu m'as cité plein de gens quand on est arrivé de créateurs français. Je ne suis personne. J'adore suivre les Américains et c'est vraiment ce qui m'inspire. Et du coup, je suivais une nana qui s'appelle Cody Sanchez qui, en fait, achète plein de business. Et du coup, je me suis dit, ça peut être intéressant parce que ça me permettrait, en fait, vu que j'ai mes produits physiques, donc avec les bonnets chauffants, j'ai mon business en ligne avec l'académie. Je voulais un autre business parce que quand même les deux premiers sont reliés à mon image. Je voulais avoir un autre business qui me permette, en fait, d'être aussi pas du tout corrélé à mon image à moi. D'accord, ok. Ouais. Et du coup, étant donné que moi, je suis vraiment dans cet esprit d'investissement constant. Donc, il y a une grande partie, en fait, de ce que je gagne qui va dans la bourse. Mais je me suis dit, tiens, je vais garder une petite partie et je vais, en fait, faire en sorte de faire un investissement dans un business. Donc, un business qui n'a rien à voir avec moi,
qui n'a rien à voir avec moi, pas du tout mon activité ou quoi que ce soit, pour faire un autre type d'investissement et avoir un autre business qui soit décorrélé de mon image. Donc là, c'est quelqu'un qui vend c'est ça. Et qui veut plus du tout gérer ce business. Donc c'est toi qui vas vraiment le gérer de A à Z. C'est ça. Il reste pas juste fondeur. Enfin. Non. Ok. Donc tu vas reconstituer peut-être une équipe ou des choses à terme. L'idée déjà c'est de partir quand même. Enfin c'est que normalement tu fais en sorte d'avoir plein de contrats pour que si tu veux on ne puisse. Enfin le vendeur n'a pas le droit de partir avec les employés, par exemple. Donc, il faut, quand tu rachètes un business, l'idée, c'est de racheter donc, les employés, avec la structure, etc., pour pas que tu aies tout à reconstruire. Alors, bien sûr, il peut y avoir des évolutions. Ouais. L'idée, c'est aussi que ce soit des business qu'on puisse faire évoluer. Mais c'est quand même, de base, il faut que ce soit un business qui est solide, qui tourne. C'est ça, en fait. Tu vas vraiment faire toutes les analyses. Et pareil, c'est des analyses d'entreprise où tu vas regarder les bilans, les comptes de résultats, les taxes, etc. Enfin, vraiment, qui sont... Enfin, en fait, si tu veux... Moi, je veux acheter aux États-Unis. Donc, tu vas avoir, en fait, les tax returns qui sont des documents officiels qui te permettent vraiment d'être sûr, en fait, que l'entreprise, c'est pas des chiffres fictifs qu'elle te donne. Tu dois vraiment tout analyser. Ok. Ouais. Et tu peux juste nous dire juste le domaine ou le... En vrai, je regarde sur plusieurs domaines différents, mais ça peut aller pour donner une idée. Alors, c'est pas du tout un truc que j'ai en tête, mais ça peut être comment ça s'appelle ? Pour laver les vêtements, tu vois, genre les laveries, voilà. Ouais. Ça peut être une laverie, comme ça peut être, j'en sais rien, un business pour laver des voitures, comme, enfin, tu vois, ça va être vraiment des business, pas des business fancy et tout, genre... Un truc plus en local, en présentiel, où il n'y a pas ton image de marque, ou voilà, c'est complètement décorrélé. Ok, intéressant. Et ouais, donc Dubaï, hyper facile sur plein de trucs, la météo, tout ça. Est-ce que tu as encore des business en France ou... Je crois que je t'ai posé la question en mastermind, mais tu disais que tu avais gardé quand même une partie... J'ai mes revenus YouTube qui tombent sur mon entreprise française. Ok, d'accord. Et du coup, c'est quoi ça, c'est une question que je pose aussi en fin d'épisode. C'est quoi tes ambitions, ta vision? Comment tu vois les choses pour toi, pour ton écosystème de business pour la suite ou ta vision long terme, c'est quoi que tu aimerais, toi? Alors, pour mon business, c'est développer encore plus... déjà, rien que même pas forcément dans les formations, mais c'est le savoir que c'est possible en fait d'investir en bourse, que c'est pas forcément risqué, que c'est pas forcément très risqué parce qu'il y a toujours des risques dans l'investissement, pas forcément réservé en fait à un certain type de personnes. Moi, c'est le message vraiment que je veux faire passer et qui est hyper important pour moi parce que je trouve ça triste de voir des gens qui sont pas éduqués financièrement, où tu t'arrives en fait à la fin de ta vie et tu te retrouves dans des situations hyper difficiles. Et surtout, je pense qu'il y a plein de gens qui sont pas conscients encore, mais notre génération, vraiment, il y a personne qui va être là pour nous sauver, quoi. Donc, je sais qu'on a l'habitude en France de se dire, mais j'ai le chômage, j'ai la retraite, on me doit ci, on me doit ça, mais en fait... ce que vraiment m'a appris la vie, que ce soit en allant dans d'autres pays, etc., c'est que en fait, c'est à toi de prendre tes responsabilités. Donc déjà, avoir vraiment partagé au maximum ça pour que ça puisse servir au maximum de personnes, déjà d'un point de vue purement de mon contenu, donc de mes réseaux sociaux, etc., que ce soit le plus visible, le plus partagé possible au niveau de cette vision et de ce savoir-là. Et après, bien sûr, développer encore plus toute la partie formation, notamment donc, en ligne, toujours améliorer la formation, etc. C'est super important pour moi et c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Et après, là, on est sur un travail avec mon équipe pour l'année prochaine, faire encore plus de séminaires en présentiel qui sont vraiment impactants, autant en fait d'un point de vue financier, des connaissances que tu vas faire, mais le vrai vivre les choses en physique, c'est un truc de ouf, autant pour mon équipe, pour moi, que pour les participants. Et du coup, développer encore plus ça pour que ça crée des vrais déclics, etc. Et là, on a fait un séminaire il y a 2 semaines maintenant. Il y a une participante, une semaine après, elle m'envoie un message, elle me dit ça y est, j'ai trouvé un deuxième taf, je signe le contrat là et je commence lundi. Et du coup, ça lui fait direct un deuxième revenu. Et elle me dit comme ça, avec ce deuxième revenu, je peux l'investir en bourse et commencer à m'enrichir encore plus, pas parce qu'elle pouvait dégager à peu près 100 euros, 200 euros. Là, elle m'a dit je peux dégager 500, 600 par mois, quoi. Et ça peut littéralement transformer ta vie. Ouais, et 500, 600 euros par mois, toi, t'estimes qu'avec, tu disais, 17%? Non, 12 à 14%. Ouais, 12 à 14% en fin d'année en plus. Donc,
Donc, tu as principalement des salariés ou tu as aussi des entrepreneurs qui veulent diversifier leur investissement dans tes programmes? En fait, il y a beaucoup de gens, pas forcément entrepreneurs qui sont déjà entrepreneurs, mais il y a beaucoup de gens qui veulent tendre vers l'entrepreneuriat. Donc, je pense que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur à proprement parler. Par contre, être dans du freelance, par exemple, où tu as plus de flexibilité d'horaire, mais en même temps, c'est pas toi qui as toute la responsabilité sur les épaules. Parce que, tu vois, moi, je le vois quand là, ça fait... j'ai encore une nouvelle personne, ça fait donc à peu près 9 personnes qui dépendent de moi. Quand même, il faut avoir les épaules accrochées, tu vois. Moi, je suis tout à fait OK pour ça et j'adore travailler et je suis vraiment une bosseuse, mais... Je pense pas du tout que tout le monde est fait pour ça, tu vois. Et en même temps, tu peux aussi avoir une très belle qualité de vie et liberté. Je vois par exemple ma copywriteuse, elle a plusieurs gros clients, on va dire, mais pas trop, mais pas énorme, mais on va dire, je crois, elle est avec 4 entreprises à peu près. Mais en même temps, elle peut, si elle veut, elle peut aller en Thaïlande et bosser, tu vois. Trop bien. Et oui, justement, dernière question, tu parlais de l'équipe, de ton équipe. Tu t'entoures de qui, de quel profil toi aujourd'hui? Et juste aussi, quand est-ce que tu as commencé à te dire c'est le bon moment là de déléguer? Parce que je sais que dans mon audience et aussi dans mes clients, il y en a beaucoup qui se disent ok, qu'est-ce que je dois déléguer en premier et à quel moment c'est le bon moment de le faire? Ouais. Alors, quand tu dis quel profil, tu veux dire profil, qu'est-ce que je vais avoir, quelle personne travaille pour moi? Alors, je vais avoir monteur, copywriter, graphiste, chef de projet, facilitateur, caméraman. J'ai monteur, j'ai déjà dit. CM? Non, pas community manager, ça c'est moi. Assistante personnelle. Alors, en fait, j'en ai avoir une pour personnel et une pour personnel business. Et là, je crois que c'est tout. J'ai l'impression qu'il me manque quelqu'un. Bref, c'est pas très grave. Mais en gros, ça va être ça, mon équipe. Oui, mon coach financier. Voilà, c'était lui qui me manquait. Qui travaille avec moi. Enfin, en fait, lui, il coach dans l'académie aussi pour que on ait le maximum de support. Donc, il est aussi conseiller en investissement, etc. Alors, ta question, c'était... Et donc, la suite, du coup, c'est à quel moment tu as senti que c'était le bon moment de commencer à déléguer certaines choses? Très tard. Donc, en fait, dans ce que j'avais appris avec les formations américaines que j'ai fait notamment, c'était savoir quelle est ta priorité. Est-ce que c'est de développer au maximum le business et les revenus, ou est-ce que c'est de créer quelque chose qui fonctionne sans toi ? Moi, en l'occurrence, je voulais pas quelque chose qui fonctionne sans moi, en fait. Donc, je voulais être dans mon business, j'étais OK avec ça, et donc OK de le développer au maximum. Donc, en fait, si tu veux, la toute première chose que j'ai commencé à déléguer, c'était le montage vidéo YouTube. Mais je l'ai fait pendant au moins 2 ans. Mais au bout d'un moment, c'est juste que je me suis dit, ça va être tendu. Donc, les vidéos YouTube, c'est ce qui était le plus long. Mais je faisais encore les réels tous les jours, etc. Et du coup... Donc là, c'est... Je crois que c'est toujours le premier truc qu'on délègue. Ouais, c'est ça. Franchement. Et après, il y a 1 an et demi, j'ai eu mon assistante. C'est vrai. Et c'est vraiment il y a 1 an que... Enfin, tu vois, même c'était court de cette année, vraiment. Que genre là, je finis l'année avec une plus grosse équipe. Mais c'était vraiment... mon monteur est passé au tout début d'année en full-time avec moi, parce que jusque-là, il n'était pas en full-time. Et puis après, il y avait déjà mon assistante qui était là. Mais peut-être 3-4 mois plus tard, j'ai eu ma copywriteuse. Enfin, franchement, très tard. Mais parce que... en fait, je pense que ça sert à rien. On encourage... Il y a plein de livres qui disent faut déléguer. Mais il y a un moment... tu peux pas non plus payer tout le monde, tu vois. Non. Et moi, c'est très important pour moi de bien payer les gens et de payer à leur hauteur. Donc, après, chacun a ses techniques aussi. Mais en tout cas, pour moi, je tenais à respecter ça et eux se sentent valorisés et que moi aussi, je valorise leur travail en les payant bien. Et du coup, c'était quand la santé financière de mon entreprise pouvait se le permettre. Ok, super. Donc, voilà. J'avais encore plein de questions pour toi, mais je vais t'en poser encore une. T'habites à Dubaï? Oui. T'as monté ta société à Dubaï aussi? Oui. Pourquoi Dubaï? Alors, donc moi, au départ, ma société, elle est en France. Il y a un moment où j'ai voulu,
si tu veux, je me disais, donc ça fait longtemps que moi je voulais pas forcément vivre en France, j'ai déjà vécu en Suisse, j'ai fait mes études en Suisse, etc. Donc je voulais un endroit où il y avait du soleil, et j'avais aussi cette situation où je voyais que je me faisais manger par les taxes en France, et c'était un truc de ouf. Donc je me suis dit, il faut à tout prix que je trouve un endroit aussi où il y a en tout cas beaucoup moins de taxes, voire pas du tout. Donc ici, ce qui est vraiment bien, c'est qu'il n'y en a pas du tout. Il peut y en avoir un peu sur les entreprises et tout, mais voilà. Et du coup, en fait, je voulais que ce soit pas trop loin. Parce que, bon, je pourrais aller au Panama aussi, mais Panama, beaucoup plus loin, par exemple. Donc, en tout cas, à l'époque, c'était pas envisageable d'être aussi loin pour moi. Et du coup, je trouvais que Dubaï, c'était vraiment le bon compromis avec cette vie un peu... c'est quand même une vie très européenne, tout ça bouge de ouf, c'est super dynamique. Ah oui, je voulais pas aussi être dans un endroit, tu sais, il y a plein de gens qui vont en Thaïlande, tu mets 5 jours à recevoir un truc, tu vois, genre... Ça me saoule, les trucs comme ça. Je voulais un truc, c'est rapide, c'est efficace, etc. Ouais. Et du coup, que ce soit d'un point de vue taxe, d'un point de vue niveau de vie et tout, franchement, Dubaï, c'était top. Le soleil tous les jours. Ouais, tu regardes jamais la météo, genre. On réfléchit pas comment on va s'habiller. Franchement, ça, c'est trop canon. Ouais. Du coup, pour terminer le podcast, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de travailler avec toi ? Alors, du coup, ce sera sur Rachel Finance, que ce soit sur Instagram, TikTok ou encore YouTube. Et du coup, sur mon site internet rachelfinance.com. Ok. Est-ce que tu as une dernière punchline ou un dernier mantra pour terminer ce podcast ? Quelque chose que tu te répètes à toi tous les jours ou que tu répètes à tes abonnés ou à les personnes que tu coaches ? Alors, je me répète rien tous les jours dans le sens où ce serait répété constant parce que je vais être dans les gratitudes, mais ça va changer chaque jour. Par contre, il y en a une que j'ai partagée aujourd'hui à mes abonnés, c'est « Rien ne changera si tu ne changes rien ». Et je trouvais qu'elle était chouette. Ok, merci. Si cette vidéo t'a plu, tu peux la partager à un ami qui en aurait besoin. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube pour m'encourager. Tu peux me retrouver sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Fanny l'Esprit Coach. Tu peux me poser toutes les questions que tu souhaites et aussi me donner des sujets que tu aimerais que j'aborde. Je te dis à très vite dans une toute nouvelle vidéo.